merci d'être là pour cette soirée. C'est pas une soirée préélectorale. Hein. Bon. C'est important à préciser. Avant de commencer, quelques remarques, quelques annonces. La première, celle qui est la tête de chapitre de toutes les conférences, n'oubliez pas d'éteindre vos téléphones. Ou de les mettre en mode je ne sais pas quoi, mais en tout cas qu'on ne les entende pas. Le deuxième, c'est, dans la hiérarchie, les collectes qui sont de chaque côté de la sortie. Et puis, il y a une petite innovation. Vous avez notre hôtesse qui est là-haut, et qui passe dans les rangs pour demander un petit sondage sur les horaires. Parce qu'on nous a dit que 18h30, ça risquait d'être un peu tard. Et donc, on a fait un petit sondage vous demandant ce que vous pensez, quel est l'horaire qui vous conviendra le mieux, soit 17h, soit 17h30, soit 18h, soit celui actuel de 18h30. Mais c'est vous qui voyez ça. La troisième remarque, et avant de laisser la parole à Émile, le 12 mars, nous aurons une conférence sur les États-Unis, qui sera faite par Christophe de Roubaix, qui est un journaliste très compétent dans ce domaine, et qui nous a demandé, on avait prévu au départ un titre qui était les sécessions aux États-Unis. Et il nous a demandé de le modifier, sans doute en fonction de ce qui se passe en ce moment avec le discours sur l'Union et tout ce dont vous avez entendu parler. Et il nous a demandé de mettre comme titre « Deux Amériques face à face ». Et je crois que c'est assez significatif de ce qui se passe actuellement dans ce pays. Voilà, j'en ai terminé. Sauf pour dire que quand même, quand nous avons organisé le programme du second semestre, on a pensé mettre cette conférence, non pas pendant la période électorale, c'est pour ça que j'ai commencé par une unité préélectorale, mais cette rencontre a été prévue à cette date, parce que d'abord son thème est d'actualité, bien sûr, mais surtout, elle se situe avant le débat de la campagne électorale. Et ce débat, il est mal parti. Vous n'avez qu'à ouvrir la radio, la télé, écouter, lire. Il est mal parti. Et donc, pour éviter que cette campagne électorale, qui va être faite de chiffres, de propositions, de fausses informations qui sont devenues habituelles maintenant, et de polémiques, pour éviter tout cela, on a pensé qu'il était bon de réfléchir sur le fond du problème. Et c'est un des principes essentiels de notre association. C'est ce que rappelait André Tozzel. J'en parle aujourd'hui avec un peu d'émotion parce que c'est notre président qui est aujourd'hui parti depuis 9 ans, presque jour pour jour, et qui écrivait dans la présentation de notre association: l'association a pour but de contribuer à rendre compréhensibles les transformations bouleversantes de notre monde grand et terrible. Pour le monde grand et terrible, on ne sait pas encore ce qui va arriver. D'aider à former le jugement commun de chacun et de chacune sur les bases d'une information sûre et d'analyse sérieuse. Je crois que c'est l'objectif de cette soirée. Il reste qu'il fallait trouver quelqu'un pour nous présenter tout ça. Et on a pensé à Émile, qui est très connu. C'est quelqu'un d'expérience. Il est adhérent depuis longtemps aux Amis de la Liberté, ce qui n'est pas un défaut. D'ailleurs, si vous n'êtes pas encore adhérent, je vous invite à le faire. Et puis, il a une expérience concrète du domaine qu'il va nous présenter. Permettez-moi de rappeler son parcours d'élu. Maire adjoint du Broc, puis maire pendant 25 ans, de 89 à 2014. Ensuite, conseiller métropolitain de 2014 à 2020 et président de la communauté de communes des Coteaux d'Azur, qui a eu des problèmes parce qu'il y a eu des magouilles. Hein. Bon, tu nous expliqueras. De 2000 à 2014. Il sait donc de quoi il parle et je lui cède la parole parce que j'ai assez parlé. Alors,
Bon, je veux remercier évidemment les Amis de la Liberté de me permettre de faire cette conférence et vous remercier d'être venu aujourd'hui pour écouter ce sujet qui, a priori, lorsqu'on l'affiche, peut être un peu rébarbatif parce que soit on considère qu'on connaît déjà le sujet et que, bon, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire, soit parce que, bon, ben, c'est pas quelque chose qui peut intéresser les gens. Si sous son aspect actuel et avec son nom et ses attributions, la commune vient de décisions administratives, il faut bien qu'on comprenne que notre espèce et sans doute d'autres ont toujours eu intérêt à faire cause commune pour vivre et des fois pour survivre. J'espère qu'au cours de ces échanges que je vous propose et que je souhaite le plus large et le plus profond possible, n'hésitez pas à m'interrompre. Hein, j'ai un vieux professionnalisme d'enseignant et donc j'accepte tout à fait qu'on puisse dialoguer sur un sujet précis. Un pays centralisateur comme le nôtre, en tout cas, lui, il a toujours voulu essayer de rassembler ses habitants, voire souvent pour les contrôler, que ce soit dans des bourgs, dans des paroisses, quelquefois dans des villes, et le plus souvent, lorsque ces choses-là étaient faites, il y avait au-dessus soit le pouvoir royal, soit le pouvoir religieux. Alors, pourquoi j'ai proposé cette conférence? D'abord, le moment, et comme l'a décrit Jean Corbusier, il est intéressant parce que vont se dérouler des élections municipales et c'est vrai que aujourd'hui, on ne mesure pas tout à fait ce qui est en jeu à l'intérieur de ces élections municipales. Mais c'est aussi parce que je suis passionné sur ce sujet. Je suis passionné depuis que j'ai été élu en 83, mais plus particulièrement depuis que j'ai eu la chance d'être maire en 1989. Et je suis passionné parce que cette commune, qui est une forme administrative qui existe pas simplement en France, mais qui représente quelque chose du point de vue démocratique, a été profondément abîmée. Vous m'avez permis de tenir une conférence ici sur les métropoles et je pense que cette conférence, c'était le négatif de ce que j'ai envie de dire aujourd'hui à propos de la commune. Alors, j'ai affiché ce qu'a dit Anicet Le Port dans l'Humanité il y a une semaine à peu près. C'est vrai que c'est un nœud qui est à l'intérieur de la République, et la Constitution, elle dit la République, elle est une et indivisible, et en même temps, la Constitution, vous verrez, vous en reparlerai parce que ça m'apparaît être un point sur lequel il faut qu'on s'approfondisse. Les communes s'administrent librement. Vous comprenez quand même qu'il y a quelque chose qui est antithétique. Et c'est sur ce territoire qu'on va s'interroger sur ce que peut être l'intérêt général. Pardon, excusez-moi, j'ai fait une mauvaise manipulation. Ce qu'on appellerait l'intérêt général. Mais de quoi l'intérêt général est-il le nom? Si on prend la théorie classique des libéraux, ils diraient c'est l'optimum social. Si on prend la théorie des sociodémocrates, eux ils diraient ben, c'est la redistribution. Si on voyait l'analyse marxiste, on pourrait dire c'est l'intérêt de classe. Pour moi, là, je dirais plutôt que ce n'est pas l'intérêt privé. Et dans ce que nous allons voir se développer ce soir, j'espère, vous comprenez que l'intérêt privé, il intervient énormément dans le sujet qui est abordé ce soir. Moi, je préférerais parler d'intérêt public.
Et en fait, je préférerais même qu'on dise intérêt commun, puisque nous allons parler de la commune. Parce que c'est là que les habitants vont exprimer leurs besoins fondamentaux. Et nous voyons que, par rapport, je vais faire un petit historique de ce qu'est la commune, par rapport à ce que pouvait être la commune lorsqu'elle a été mise en place en 1791, et la commune aujourd'hui, les habitants de ces deux entités, aujourd'hui, ce que les habitants pouvaient avoir comme besoin en 1789 et ce que aujourd'hui les habitants peuvent avoir comme besoin, vous voyez bien qu'il y a des différences importantes. Et cet écart croissant entre les besoins et souvent les moyens qui sont attribués aux communes pour pouvoir satisfaire ces besoins, il existe des frustrations et un mécontentement de la population face à ce qu'ils attendent du service public. Et ces frustrations, elles ouvrent d'importantes opportunités lucratives en faveur des services privés, justement. Donc on voit le rôle et la place des communes et des collectivités locales dans ce que représente aujourd'hui notre pays. Alors, avant qu'en 1789 on établisse les communes, il y avait déjà des conseils de ville avec des consuls. Et plus particulièrement dans la France méridionale, il y avait des consuls qui, avec une assemblée élue ou désignée par souvent les moyens dont chacun disposait, administraient les villes, administraient ce que l'on connaît au cours du Moyen-Âge, des cités qui souvent étaient entourées de forteurs, bon, vous avez compris. La plupart du temps, le maire, ou celui qu'on désignait comme le maire, c'est celui qui assumait l'essentiel des charges. Et ces villes, ces conseils de ville, existaient en parallèle des paroisses. Et cette notion de paroisse, elle est assez importante. Et vous verrez pourquoi je fais une parenthèse plus particulièrement sur ce sujet. Mais dès la fin du Moyen-Âge, pour diverses raisons, les communes, enfin les villes, les municipalités, on les appellera plutôt comme ça, parce que dire que c'est des communes, c'est pas bien, elles vont perdre de leur importance. Elles vont perdre de leur importance parce qu'il va y avoir des dissensions sur justement ces pouvoirs qui s'exercent, mais particulièrement, il va y avoir une force importante de la monarchie qui, elle, veut que les choses se déroulent à partir du pouvoir central. Cette question du pouvoir central dans notre pays, elle est fondamentale tout au long de ce que je vais vous exposer. Et donc, il y avait des paroisses, il y avait des villes, mais même à l'intérieur des villes, il y avait des paroisses. Et ce qu'il faut noter, ce qui est important, c'est que la paroisse, c'est un territoire. C'est un territoire qui pourrait ressembler finalement au territoire royal, mais à une petite échelle. Et on donne des compétences très importantes à la paroisse. Elles sont religieuses, hein, il s'agit il y a les sacrements, il y a le maintien de la doctrine. Elles sont sociales aussi, parce que à l'intérieur des paroisses, il va y avoir une éducation. On va évidemment privilégier les plus riches, mais au sein de ces paroisses, il y a aussi des registres qui vont être mis en place pour les mariages, les décès, les naissances. Elles ont un pouvoir économique, puisqu'elles relèvent la dîme. Il y a des artisans qui sont regroupés autour de ces paroisses, des paysans, et elles ont une importance humaine parce que la plupart du temps, évidemment, dans les paroisses, il y a un prêtre, et le prêtre, il est à l'écoute de ces ouailles pour savoir ce dont ils ont besoin. Et j'insiste énormément sur cet aspect, c'est que la monarchie, elle se proclame de droit divin,
Et donc vous comprenez qu'à travers la religion, eh ben, elle va imposer son pouvoir. Et on va voir très rapidement que ce territoire paroissial, il va jouer un rôle très important par la suite. C'est là que tout commence. 4 août 1789, vous le savez, vous connaissez parfaitement cette date, vous qui fréquentez cette salle, c'est l'abolition des privilèges. Qu'est-ce que ça veut dire l'abolition des privilèges? C'est que dans les paroisses, le clergé, la noblesse disposaient de tous les biens et services. C'est eux qui contrôlaient tout. C'est sur ces paroisses que les nobles exerçaient leur pouvoir et concrétisaient leur richesse. Et donc, lors de l'Assemblée constituante, il va y avoir une discussion très importante entre deux personnalités, Mirabeau et Tourret. Mirabeau considère que les paroisses et les villes existantes doivent devenir ce qu'on appellera rapidement des municipalités. Tourret, lui, il se dit, il y a trop de paroisses. Il y a des villes, mais il y a trop de paroisses. Il faudrait qu'on réduise le nombre de municipalités. Et c'est Mirabeau qui va gagner. C'est Mirabeau qui va gagner, et sur chaque paroisse, on va établir une municipalité. Et donc, 44 000 municipalités par la Constituante. Cependant, Tourret, qui était un homme de droit, si vous regardez, vous pouvez consulter les archives, les archives nationales, où il y a toute la discussion entre Tourret et Mirabeau, et il y a particulièrement le rapport de Tourret. Et ce rapport, il est vraiment très très intéressant. Parce que Tourret, il dit, il faut, tant pis, hein, je suis d'accord maintenant, puisque la Constituante, elle dit qu'il faut 44 000 municipalités, il faut 44 000 municipalités. Mais, il faut que dans ces municipalités, les élus soient élus de la même manière que on élit les élus de la nation. Et dans le même temps qu'on crée les communes, pratiquement à quelques semaines près, on crée les départements. Et Tourret dit, mais il exprime l'esprit des constituants, hein, Tourret il dit, il faut effectivement qu'à la commune et au département, on élise des représentants comme on élit la représentation nationale, sur la base de la proportionnelle, pardon, et que ces types d'élections soient le plus simple possible et que ces territoires soient le plus clairs possible pour que les habitants, enfin, pour que les citoyens, parce que très rapidement on va utiliser ce mot, pour que les citoyens comprennent le fonctionnement administratif que nous voulons mettre en place. Donc principalement, la Constituante met en place la commune et le département. Et à la commune, vous verrez, on laisse un certain nombre de libertés, évidemment. Mais par contre, on va donner au département la puissance de représenter le pouvoir central. Évidemment, ce département, il va peser sur les communes, parce qu'on va mettre en place des représentants de l'État qui sont les préfets, et les préfets, ils vont peser lourdement sur les communes, au moins pendant des siècles. Donc, il faut comprendre que tout ça se met en place avec la Constitution de 1791. Et 1791, c'est encore la royauté. On n'a pas encore coupé la tête au roi. Et donc, on est dans une constitution qui tient compte de ce qu'est le royaume. Et si on lit ce que disent les constituants, ils expriment déjà que si on veut démocratie, il faut un territoire. Il faut un territoire dans lequel j'utilise déjà le nom, les citoyens puissent se reconnaître. Tout ça est très 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 important, je vous assure.
Et Mirabeau, encore une fois, dit c'est à l'administration de se rapprocher des hommes et des choses. Vous voyez, on est à quelques siècles, hein. Vous voyez l'importance de la pensée des révolutionnaires de 1789. Et donc, si l'administration se rapproche des hommes et des choses, c'est sur ce territoire. Et donc, c'est sur ce territoire que va s'exercer la démocratie. Alors, on va élire des conseils. On va élire des conseils exactement comme je vous l'ai dit, sous la forme de la proportionnalité, conseil, où seront représentés on ne les appelle pas des conseillers municipaux, mais des représentants de chaque citoyen, enfin des citoyens, pas des femmes, hein, malheureusement, vous avez bien compris. Et on va élire un exécutif qui sera représenté par un maire. Alors, regardez ce qui est dit pour la commune. Elles ne pourront être troublées dans l'exercice de leur fonction administrative par aucun acte du pouvoir judiciaire. C'est encore ambigu aujourd'hui. Ça veut dire qu'elles ont une liberté de s'administrer. Alors, c'est une réalité économique parce que si on avait la paroisse, ben parce qu'il existait déjà au moins des formes artisanales. Il existait déjà sur la paroisse les moyens de satisfaire les besoins des populations. Bon, il y avait évidemment des moulins, des ateliers, des commerces, et souvent, il y avait un endroit où il y avait une source pour que les gens vivent de l'eau. Hein. Donc, ce découpage, ce territoire, il a une réalité profonde pour ceux qui l'habitent. Mais il a aussi une réalité politique. Alors évidemment, plus particulièrement, j'insisterai sur le fait que tout ce qui avait été fait par le clergé sur les naissances, les mariages et les décès, ben, c'est récupéré par l'exécutif local. C'est les conseils municipaux qui vont récupérer tout ce que faisaient les prêtres. Et j'ai mis spirituel. Pourquoi j'ai mis spirituel? Parce que les constituants avaient dans leur esprit de se dire, sur la paroisse, c'est là que s'exerçait le culte et c'est là qu'on faisait naître. Bon, on faisait communier les gens, on les baptisait. Bon. C'est là qu'on faisait naître leur envie de pratiquer le culte. Eh bien, les constituants se disent qu'on va utiliser ces municipalités pour promouvoir les idées républicaines. Et donc, on va considérer que dans les communes, il va y avoir des citoyens responsables, en effet miroir de ce que j'ai écrit pour les paroisses. Et j'insiste donc là-dessus, hein, c'est Mirabeau qui était un jacobin quand même, les jacobins c'était des centralisateurs, hein, mais ils se disent qu'on ne peut pas garder les valeurs révolutionnaires en les gardant au niveau du centre. Mais par contre, il faut utiliser, pour que les acquis révolutionnaires soient maintenus, il faut aller au plus près des citoyens. Et particulièrement, c'est l'esprit de Mirabeau, c'est que si on crée des municipalités où il y avait les paroisses, on va limiter le rôle du clergé. Bien évidemment, le rôle du clergé, il avait déjà été limité, puisque avec la nuit du 4 août, la République avait tout récupéré. Et donc, c'est au cœur de la commune qu'on va affirmer la place de la nation et du citoyen à qui on va donner beaucoup de pouvoir. Je vous rappelle ce qu'avait dit Mirabeau, hein, il faut se rapprocher au plus près de où les gens vivent.
Alors évidemment, je dis affirmer la place de la nation et des citoyens, puisque le 26 août 1789, on avait déclaré les droits de l'homme et du citoyen, et donc le citoyen, c'est celui qui habite la commune. Alors, je vous laisse lire ça, parce que la Constitution de 1791, elle dit que le citoyen a le pouvoir de vérifier si les actes du pouvoir sont conformes au but de toute institution politique. Ça existe encore aujourd'hui hein, dans nos constitutions. Il a le pouvoir de porter des réclamations fondées sur des principes simples. C'est encore en vigueur aujourd'hui. Mais vous vous rendez compte, on est en 1789, on sort de la féodalité, et on dit aux citoyens, voilà ce que vous pouvez faire. C'est un bascule culturel colossal. Et on rajoute qu'il sera organisé une instruction publique commune à tous les citoyens, gratuite. Et là encore, vous vous rendez compte de ce que ça représente comme puissance démocratique. Si on regarde, hein, j'ai parlé de réclamation, si on regarde la Constitution de 1958, je crois qu'il y a un article, je ne me rappelle plus lequel, je pense que c'est l'article 72, hein, tu me dis si je me trompe, hein, qui reprend le droit de pétition pour inscrire une délibération à l'initiative des citoyens et qui permet le référendum local. Vous voyez que la Constitution dans laquelle on est aujourd'hui reprenne ces choses-là. Mais ce qui est plus intéressant, c'est ce que je vous propose par la suite. En 1780, bon, Constitution de 1791, j'ai donné des grandes lignes. Mais on ne contestait pas la royauté, sauf que le 21 janvier 1789, on décapite le roi, et donc on va préparer une nouvelle constitution, on ne peut plus avoir une constitution royale. Et nous sommes là, sur ce que j'ai écrit là, c'est la Constitution de 1793, qui ne sera pas appliquée, parce que vous vous rappelez, les nobles émigrés avaient essayé de lever des troupes au sein de l'Europe pour tuer dans l'œuf la Révolution française. Et donc, 1793, notre pays, la nation française, est en guerre, et donc, il y a des constituants qui vont écrire tout ça, et elle ne sera pas appliquée. Mais vous vous rendez compte, je ne sais pas si vous lisez ces 4 articles, je les ai pris, parce que moi je suis soufflé, quoi. Est-ce qu'on mesure les avancées démocratiques qu'on propose aux citoyens? 1793. Essayons de voir que le rapport, il attend 15 jours pour être appliqué, mais avant, il faut qu'il soit imprimé dans toutes les communes de la République. Vous vous rendez compte, à cheval, le temps qu'il fallait pour aller et revenir. Mais si on écrivait ça dans la Constitution aujourd'hui, avec l'Internet, avec un clic, on pourrait demander au plus près dans les communes, donc, qu'est-ce que vous pensez de la loi? D'abord et principalement aux maires et aux conseils municipaux. En 1793, on écrit ça, et en 2026, je ne sais pas si on pourrait l'écrire. Franchement, hein. Bon, mais pour moi, c'est quelque chose. Quand j'ai lu ça, j'ai dit, mais enfin, je ne sais pas, ça fait un plaisir de folie, quoi. Non? Quand on a envie de démocratie, ça rend heureux. Bon. Je vais vous proposer aussi quelques évolutions maintenant à partir de 1791 hein, qui vont légèrement changer au cours du temps. Principalement, ça va changer sur le droit de vote et la manière de désigner les élus au conseil municipal et la désignation du maire. Bien entendu, au début, le suffrage est censitaire.
Et puis après, le directoire, il fera nommer les maires par les préfets, pour les petites communes, et par le pouvoir central pour les grandes villes. Je vous disais hein, que malgré tout, dès que c'est possible, le pouvoir central, il va peser sur ce qui est mis en place, tout de suite. Et puis après, on en retourne au suffrage censitaire. Et en 1848, c'est le suffrage universel qui est proclamé. Mais pour les hommes, bien entendu. Hein. Après, c'est Louis-Napoléon Bonaparte, le petit. Il ne modifie pas le système des élections des conseillers, mais les conseillers ne désignent pas le maire. C'est le préfet qui va les désigner. Vous vous rendez compte de l'évolution entre 1793 et ce qui commence à suivre, quoi. Déjà, on sent qu'on a établi quelque chose qui est fabuleux, la commune, mais que le pouvoir central, eh ben, il essaye de prendre le dessus. Alors, il y a quand même une belle parenthèse, c'est la commune de Paris. Et on ne peut pas s'empêcher de parler de la commune sans parler de la commune de Paris, même si elle dure que 72 jours, je crois, c'est ça. Mais vous vous rendez compte de tout ce qui est dit par la commune de Paris. Hein? Je vous laisse lire. Mais la loi municipale qui va suivre, bien sûr, il se passe des choses entre le 1870 et la loi municipale de 1884 que je vais vous exposer, mais quand même, la commune de Paris va marquer des choses. Et par exemple, la laïcité, vous voyez bien que ça va inspirer des lois qui vont suivre. Et la loi municipale qui va suivre, en 1884, elle va prendre aussi des choses qui ont été affirmées par la commune de Paris. Mais cette loi municipale de 1884, elle revêt une importance particulière dans la mesure où, tout en consacrant les acquis intérieurs, elle constitue le véritable point de départ de l'affirmation progressive des communes. Et sa caractéristique principale est celle qu'elle crée un régime juridique uniforme pour toutes les communes de France. Et ça, c'est une force colossale. Ça veut dire que, j'ai dit, la commune, c'est un territoire que j'arrive parfaitement à appréhender. C'est des compétences. J'y vis dedans, je comprends très bien quelles sont les compétences. Je change de commune, eh bien c'est pareil. Donc, on reste dans l'esprit des constituants de 1789. Simplifions les choses pour que les citoyens puissent comprendre ce qui s'y passe. C'était pas évident, parce que déjà, enfin, on est en 1884, mais vous connaissez sûrement aussi bien que moi l'histoire de la France. Il y avait une disparité, il y a une disparité incroyable sur notre territoire. Hein. Quand on est en Alsace ou quand on est en Corse, les choses ne sont pas tout à fait pareilles. Pour autant, on considère qu'il y a besoin d'une uniformité pour que les citoyens soient à l'aise non seulement sur le territoire de leur commune, mais qu'ils puissent changer de commune et comprendre qu'ils restent dans la même nation. Alors, ça, cette question-là, ce régime uniforme, j'ai écrit, il n'est jamais remis en cause par la suite, sauf avec les dernières lois de décentralisation, parce que vous verrez que quand on va arriver aux alentours de 2010-2015, ça va aller vite, ne vous inquiétez pas, on passe par la nuit. On va complètement changer tout ça. Alors, là encore, la structure choisie, c'est la même que celle de l'échelon départemental. Parce que on reste sur l'esprit des constituants. Et on affirme que chaque commune a un corps municipal avec un conseil municipal, un maire et un ou plusieurs adjoints. Bon. Vous regardez la presse aujourd'hui, je dis 2 minutes, je fais une parenthèse de 2 minutes. Si vous regardez dans la presse aujourd'hui, il va y avoir les élections municipales, vous lisez partout
les habitants de la commune de Nice vont élire leur maire. Les habitants de la commune de vont élire leur maire. C'est faux. C'est faux. Les habitants, les citoyens n'élisent pas leur maire. Ils élisent un conseil municipal. C'est le conseil municipal qui élit le maire. Il y a un deuxième tour, tout le temps. Et ça, j'ai l'impression que ça passe complètement à la trappe dans les discours, dans ce que je peux dire. Alors, je continue sur la loi de 1888. Le maire, en 1884, on affirme que le maire, c'est le représentant de l'État. Il est à la fois le représentant de la commune, il représente la commune, et il représente aussi l'État. Alors, c'est la loi qui va donner le plus de force aux communes. Et elle va durer très longtemps. Il va y avoir des petites modifications à la marge, mais fondamentalement, on pose tout en 1884. Alors, j'ai marqué l'élection du maire par le conseil municipal, sauf à Paris. Parce que vous verrez que Paris aura une situation particulière. Il y a eu, je vais l'exposer après, mais dès la Révolution, il y a eu un maire à Paris. Puis après, c'était Bailly, je crois. Hein. C'était Bailly. Et puis après, on va dire non, il n'y a plus de commune à Paris, c'est le département. Mais reste et demeure la présence du pouvoir central, parce que le préfet, qui est celui qui est au département, il a la tutelle sur le maire et sur les actes de la commune. A priori, quand un conseil municipal va établir une délibération, eh ben, il faut la soumettre au préfet avant de délibérer. Mais ce qu'il y a de fondamental, c'est l'attribution d'une clause de compétence générale. Et ça, il n'y a que les communes qui ont ça. À un moment donné, on va donner cette clause de compétence générale au département ou aux régions pendant quelques temps, mais très rapidement, on va leur enlever. Alors, moi, j'insiste sur ce qu'on va lire là. On va accorder à la commune une libre administration. Je vous invite, j'ai souligné en gras, les communes, j'ai oublié un S. Les communes s'administrent librement par un conseil municipal élu. Je vous pose une question. Est-ce que c'est la même chose que si on avait dit les communes sont administrées librement par un conseil municipal élu? Est-ce que c'est la même chose? C'est pas la même chose, hein? Et vous allez élire des conseils municipaux. Mais ce conseil municipal, c'est pas lui qui a le pouvoir. Et cette phrase, les communes s'administrent librement par un conseil municipal élu, eh bien, ça va être repris par la Constitution de 1958. J'en parlerai tout à l'heure. Mais vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elles sont libres. Elles sont libres du pouvoir central, même si elles ont la tutelle, d'accord. Mais elles s'administrent librement. Et c'est les communes. Si c'est les communes, c'est pas le conseil municipal. C'est qui alors? Ben, c'est les citoyens. C'est les citoyens. Ils ont le pouvoir de pétition, je l'ai dit tout à l'heure. Ils ont le pouvoir de contrôle des actes. Personne ne sait ça. Hein. La plupart du temps, les gens, ils ne savent pas. Ils ne savent pas, par exemple, qu'il peut y avoir un référendum communal. Et c'était déjà dit hein, en 1791. Et c'est repris, évidemment, par les constitutions qui vont suivre. Alors, qu'est-ce que c'est la clause de compétence générale? Ça veut dire que la commune, gérée évidemment là par son conseil municipal, elle a une capacité d'intervention générale lorsqu'il est les deux choses existent. Il y a un intérêt public local,
Deuxièmement, le domaine d'intervention ne relève pas d'une compétence exclusive de l'État, vous avez compris, hein, la diplomatie, il y a des choses que c'est le pouvoir régalien, et encore aujourd'hui, hein, que les communes ne peuvent pas y toucher, ou d'une autre collectivité territoriale. C'est-à-dire qu'on ne va pas empiéter sur ce que le département a le droit de faire, mais sur son territoire, on est maître du jeu. Et seules les communes, j'insiste, hein, il n'y a que les communes qui ont cette attribution. Le département et les régions, je vous en parlerai tout à l'heure. La commune, tout à l'heure, j'ai dit que c'était un espace économique pour les paroisses, mais c'est pour nous un espace éminemment politique. Le maire, il a pouvoir de police. Le conseil municipal, il a pouvoir économique, avec les services publics, avec le maintien des biens qui lui sont attribués. Il peut faire appel à des entreprises extérieures tout seul. Il a la liberté de faire ça. Mais, par exemple, en même temps, sur chaque commune, on va mettre un bureau de poste. 1884. Ça veut dire que on imagine de pouvoir transmettre des informations à partir de la commune. Bien entendu, l'école communale. Et vous voyez, la plupart, si vous allez dans les villages, hein, souvent, vous voyez qu'à côté de la commune, il y a l'école communale. Pour bien faire comprendre aux futurs citoyens qu'ils sont liés par quelque chose de très important qui est l'existence de leur commune. Et c'est le lieu de la fiscalité directe, c'est-à-dire que les percepteurs vont venir dans les communes et vont demander aux gens de payer leur contribution. Moi, je l'ai connu, hein. Dans mon village, le percepteur, quand j'étais môme, enfin j'étais môme même quand j'étais assez grand, le percepteur, il venait et il percevait les contributions directes. Il venait à la mairie pour percevoir les contributions directes. Alors, j'insiste chaque fois pour vous le dire, mais la commune, elle reste dans un état centralisé. L'État, il fait de la commune ce qui représente le plus près, il est au plus près des Français avec la commune, mais il a mis au-dessus de lui le département, au-dessus de la commune, pour contrôler ce qui peut se passer, parce qu'ils sont tellement libres au niveau de la commune qu'il faut quand même un peu les contrôler. Il a mis au-dessus la tutelle du préfet. Le directeur d'académie aussi, même si le conseil municipal doit assurer l'entretien et les frais de scolarité des enfants. Et le délégué du département, du gouvernement, qui est le préfet, il a la charge, lui, des intérêts nationaux, et donc il fait bien attention que dans les communes, les choses se passent comme il faut. Alors, j'ai parlé tout à l'heure du cas particulier de Paris, je l'évoque ici. Je l'évoque ici, puisque le 11 juillet 1789, on va faire une assemblée des électeurs de la commune de Paris, et puis on va nommer Bailly le maire, et puis en 1795 on supprime la municipalité unique de Paris, on le rattache au département, et donc le 17 février, là je vous ai donné, bon, sauf que en 1975, on dit pourquoi Paris c'est différent, donc on va faire une commune de Paris, et vous savez que c'est Jacques Chirac qui va être le maire. Plus précisément, moi je m'intéresse aux évolutions autour de la commune. Les besoins des habitants se font de plus en plus pressants. On a avancé dans le temps, hein, on n'est plus en 1793. Souvent, dans certaines villes, il y a la nécessité de mettre en place des réseaux d'eau, des réseaux d'assainissement. On met en place un certain nombre de services et les communes ne peuvent pas toutes seules assurer certains services.
Donc, le 22 mars 1890, on crée les syndicats intercommunaux. Alors, ça peut être pour une compétence, j'ai dit, hein, alimenter les habitants en eau potable, ou ça peut être pour plusieurs compétences. Donc, c'est la notion de syndicat intercommunal à vocation unique ou à vocation multiple. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que cette création des CIVU et des CIVOM, ce qui au début c'est pas tellement pris parce que de 1890 quand c'est promulgué à 1914, je crois qu'il n'y en a que 37. Donc vous voyez, sur 24 ans, on ne fait que 37 syndicats intercommunaux. Mais peu à peu, ça va augmenter. Il y en aura 2000 en 1939. Et en 1994, quand il va être supprimé, et je crois qu'il y en a 17 000, hein, c'est ça? À peu près, hein, 17 en 94. Enfin, il y en a, je sais que ça dépasse 15 000. Je ne me rappelle pas si c'est 17 ou 20 000. Il y a plein de petits. Bon, malheureusement, dans l'évolution de la commune, alors oui, j'insiste là-dessus, c'est que cette coopération intercommunale, d'abord, elle suppose qu'il y a commune. On garde cette entité, c'est la commune qui accepte, qui décide d'adhérer à un syndicat intercommunal. Il n'y a pas d'obligation, c'est elle qui fait le choix parce qu'elle a des difficultés à satisfaire les besoins des gens. Ah bon, j'ai dit qu'il y avait une parenthèse du gouvernement de Vichy parce que vous savez que... Mince, excusez-moi. Parce que sous Vichy, c'est pratiquement les préfets qui vont décider de ce qui se passe dans les communes. Alors, les préfets, ils seront plus ou moins bons. Hein, les maires sont contraints par l'occupant et puis par le gouvernement de Vichy. Et dès la fin de la période d'occupation, on va écrire une nouvelle constitution en 1946 qui reprend pour l'essentiel tout ce qu'on a dit en 1884. Et puis nous avons la constitution de 1958, et en 1958, De Gaulle, hein, c'était un centralisateur, mais pour autant, il reprend la même phrase. Ces collectivités, les communes, s'administrent librement par des conseils élus et dans les conditions prévues par la loi. C'est-à-dire que ça prouve que la commune pèse lourdement dans les institutions françaises comme un lieu de démocratie. Alors, l'État central, les préfets dirigeaient tout, mais on commence à se dire que c'est difficile. Et il y a les débuts de la décentralisation. Le début de la décentralisation, c'est le 3 janvier 1979, on institue la dotation globale de fonctionnement. Qu'est-ce que c'est que la dotation globale de fonctionnement? C'est une reconnaissance de l'État central sur les besoins des communes en termes de finances. On a une commune qui exerce quand même des compétences importantes sur son territoire. Il faut qu'on lui donne les moyens d'exercer ce pouvoir et ses compétences. Et c'est un contrat. C'est un contrat qui est passé avec les communes pour leur attribuer les moyens correspondant à ce que j'ai appelé les délégations de compétences. J'insiste lourdement là-dessus parce que ça va être complètement explosé au fil des années. C'est-à-dire qu'au début, la dotation globale de fonctionnement, c'est quelque chose qui aide énormément les communes et qui est un contrat, vous l'avez entendu, hein, un contrat qui est passé entre l'État et les communes. Mais au fur et à mesure, l'État, qu'est-ce qu'il va faire? Il va donner de moins en moins de dotation de globale de fonctionnement. Il va chercher des arguties pour réduire cette dotation globale de fonctionnement. Et donc, toujours dans le cadre de la décentralisation, en janvier 80, on va autoriser la fiscalité directe locale. Qu'est-ce que c'est la fiscalité directe locale? Vous avez dû en entendre parler, soit d'abord parce que vous l'avez payé, c'était les fameuses 4 taxes. La taxe d'habitation,
les habitants disposent des services, bah, il faut qu'ils contribuent à leur fonctionnement. Les habitants, taxe d'habitation. La taxe sur le foncier bâti, bah, les propriétaires des bâtiments, ils bénéficient des avantages offerts par la commune, ils contribuent. Foncier non bâti, il y a des propriétaires, ils ont des terres, ah ben, les propriétaires fonciers, ils n'ont pas bâti sur leur terre, mais ils ont du foncier. Et leur foncier, ils peuvent le valoriser, pourquoi? Ben parce que la commune, elle a fait des routes, elle a quelquefois mis l'eau, donc ils sont mis à la contribution pour les mêmes raisons. Et surtout, et je pense que ça, c'est très important sur la loi de janvier 1980, on instaure une taxe professionnelle. Ça veut dire qu'on dit les entreprises participent aux finances des communes sur lesquelles ils ont implanté leurs bâtiments et leurs équipements. Et ça, je pense que c'est très très important. C'est très important parce que on dit l'entreprise, elle est posée sur un territoire, elle doit à ce territoire, au niveau de la commune. Je vous entends dans vos têtes vous dire, bah, si elle doit à la commune, elle devrait devoir à l'État central. Et ensuite, ce qu'il y a d'intéressant, c'est ce qu'on va appeler les lois de fer. Je pense que les lois de fer, c'est l'ère dorée des communes françaises. C'est aussi l'ère dorée pour certains secteurs de l'économie de notre pays. Parce que 75% de l'investissement public sera réalisé par les collectivités territoriales à partir de là. Donc 75% d'investissement public, ça veut dire que les communes, les départements bien entendu aussi, les régions, puisque avec De Fer on va avoir les régions, enfin, il va donner plus de pouvoir aux régions, ça veut dire que les communes, les départements, les collectivités territoriales, mais les communes en font partie, elles vont permettre un investissement public sur le territoire avec les entreprises du territoire. Je vais en parler longuement des lois de fer. Et on distingue Paris, Lyon et Marseille. Dans Paris, Lyon et Marseille, on va dire les conseils municipaux ne seront pas élus de la même manière. Ils ne seront pas élus de la même manière, mais je pense qu'on peut réfléchir à ça, parce que on va découper les villes en arrondissements et on va poser des maires d'arrondissement à Lyon, à Marseille. Pourquoi? Parce que c'est des grandes entités, c'est des grandes entités communales. Moi, je vous appelle à réfléchir à ça. C'est éminemment démocratique, de mon point de vue. Il vaut mieux qu'on découpe une ville qui est très importante en arrondissements, en quartiers, mais ça s'appelle des arrondissements, et que ces arrondissements choisissent leurs représentants, plutôt que d'avoir ce qu'on a mis en place à partir de la prochaine... C'est terrible, hein, à partir des élections municipales à venir, on a tué la loi PLM il y a 2 mois. Hein. D'accord? Pour que, eh ben, dans Paris, Lyon et Marseille, ben, il y a la même chose que dans les autres communes. Alors que c'est énorme ce que représentent ces villes. Et qu'il est très intéressant de les découper en arrondissements, parce que c'est dans les arrondissements que les gens vivent. C'est un territoire qui sont en mesure de mieux l'assimiler. Et surtout, ça permet de rapprocher le pouvoir des citoyens. Mais ça n'est trop pour ce que nous avons à vivre aujourd'hui pour les communes. Alors, De Fer, il dit, les départements et les régions s'administrent librement par des conseils élus. Il le rajoute pour les départements et pour les régions. Excuse-moi, les régions, quand est-ce qu'on a commencé à parler de régions? Alors, les régions, elles existent depuis 1962. Mais elles n'existent pas sous la forme que nous connaissons. En 1962, le pouvoir central, il a besoin
pour ses statistiques, pour ses remontées du terrain, il a besoin de structures administratives. Et il crée les régions en 1962, mais essentiellement sur ce que je te dis. Leur pouvoir, il est pas très important. C'est des établissements publics. C'est un établissement public. C'est pas... Avec le conseil régional, mais c'était des délégués des conseils municipaux. Voilà. Ça n'a pas une valeur démocratique comme ça va l'avoir avec les lois de fer de 1982. 1982, il faut comprendre que le préfet perd son pouvoir à la fois sur la commune et sur le département. Jusqu'en 1982, c'était le préfet qui administrait le département. En 1982, il va y avoir un conseil départemental et un président du conseil départemental. En 1982, le préfet n'a plus le droit de contrôler les délibérations du conseil municipal a priori. Il a le droit, et ça c'est relativement normal, de le contrôler a posteriori, pour savoir si un conseil municipal n'a pas mordu le trait. Et il peut traduire la délibération du conseil municipal devant le tribunal administratif qui lui jugera. Ce n'est pas le préfet qui juge. Le préfet il dit « ouh, ça ne va pas là ». Alors, soit le maire accepte de corriger, enfin le conseil municipal accepte de corriger, soit il ne corrige pas, il dit « non, mais moi ce que j'ai écrit c'est bien écrit ». Alors on va au tribunal administratif. Voilà. Mais vous comprenez quand même que c'est formidable. Ça donne à la commune une puissance démocratique. Et c'est une puissance démocratique qui s'accompagne de compensations financières. Et ces compensations financières, elles sont au franc près, elles sont garanties au franc près, elles sont garanties au franc près aux compétences déléguées. Alors là aussi, vous imaginez qu'au début, tout va très bien. Hein. On te délègue la compétence école, on va te donner, pardon, collège par exemple pour les départements, mais on va te donner exactement ce que coûtent les collèges. Et donc, je dirais qu'il y a 3 enjeux sur la décentralisation. D'abord, il y a un enjeu d'efficacité. Le modèle centralisé, il était lent, il était coûteux, il y avait une rigidité démocratique et bureaucratique. Et donc, il y avait un enjeu d'efficacité. Par exemple, pour construire un lycée, c'était une folie, quoi. Alors que dès qu'on va le donner aux conseils régionaux, construire un lycée, ça va être très vite embrayé, parce qu'on est plus près du terrain. Donc, il y a un enjeu d'efficacité sur les lois de fer. Il y a un enjeu démocratique. On était dans une relation où on était dans un modèle où les relations entre l'État et les collectivités, et particulièrement les communes, vous l'avez compris, même si elles s'administraient librement, c'était quand même, ça avait un certain caractère féodal. Là, on en sort. Et puis, surtout, c'est un enjeu culturel et civique. C'est la rupture de 1000 ans de monopole de l'État centralisé. C'est l'intérêt central qui prime sur les autres, juste pendant 1000 ans. Et là, on fait éclater tout ça. Alors, ce qu'il y a comme défaut, je crois, dans ce que je dirais, hein, les lois de décentralisation, elles ont oublié de gérer le cumul des mandats. Parce que, vous avez compris, elles créent le conseil régional, le conseil départemental, elles donnent du pouvoir aux communes. Reste qu'il y a toujours la représentation nationale avec les députés et leurs sénateurs. Mais elle ne dit pas, alors, ça c'est politique à mon avis, hein, elle ne dit pas il faut arrêter le cumul des mandats. Parce que souvent, le sénateur, il était maire, le député aussi. Et des fois, il était sénateur, président du conseil général et maire. Donc, mais je pense que là, il y a une hésitation qui est politique. Mais surtout, et je pense que ça va te faire plaisir ce que j'ai écrit là, le 26 janvier 1984, on crée la fonction publique territoriale. Et ça, c'est très, très, très important. Parce que ça veut dire que jusque-là, les maires, ils pouvaient employer comme ça des gens, ils ne le faisaient pas, mais ils pouvaient employer des gens
qui leur convenait, on va dire. Là, on crée un corps. Et donc, ça veut dire que les grandes communes vont pouvoir recruter des cadres à très haut niveau de compétences. Parce que les gens qui vont sortir de l'ENA, l'École nationale d'administration, eh ben, ils pourront intégrer la fonction publique territoriale. C'est une mesure fondamentalement démocratique. C'est donner aux communes les moyens de s'administrer avec des gens qui sont considérés comme des gens compétents, parce que pour être à la fonction publique territoriale, il y a des concours, il y a des formations. Et donc, de mon point de vue, c'est quelque chose qui vient appuyer le fonctionnement démocratique des communes. Alors, je fais un rapide rappel, hein, là sur les lois de fer, c'est la tutelle du préfet disparaît, je l'ai dit, on a des blocs de compétences et les aides financières correspondantes. Surtout, et ça c'est important, dans les communes, on va pouvoir élaborer les documents d'urbanisme. Jusque-là, il y avait un règlement national d'urbanisme. On se référait au règlement national d'urbanisme. Là, on va dire aux communes, ben, vous pouvez décider sur votre territoire ce qui est réservé à l'agriculture, ce qui est réservé au bâti, ce qui est réservé à l'économique, ce qui est potentiellement réservé aux grandes enseignes. C'est la commune qui prend la main sur ce qu'on appelle, à ce moment-là, le plan d'occupation des sols. Et ce qui va naître, tout à l'heure, on évoquait ça avec Jean, c'est que les communes, elles ne vont pas pouvoir tout faire, même si elles ont énormément de compétences. Et vont naître dans les communes une multitude d'associations qui vont pouvoir accompagner les citoyens sur des aspects où la commune ne peut pas faire, ou ne veut pas faire. Et à partir de 1983, vont naître une multitude d'associations. Multitude d'associations qui aujourd'hui, vous le savez, compte tenu du manque de moyens qu'on donne aux communes, eh ben, elles commencent à avoir des difficultés. Je m'arrête 2 minutes. Voilà. Je m'arrête 2 minutes parce que je vous pose 3 questions. Est-ce que, au point où on en est, ce territoire, cette organisation politique et administrative, est-ce qu'ils correspondent à ce que les citoyens, je parle des lois de fer, on est sorti des lois de fer, est-ce que vous pensez que ça correspond à ce que des citoyens peuvent attendre dans une démocratie, comme organisation sociale, comme aménagement du territoire, comme participation citoyenne? Je vous pose cette question. J'ai dit tout à l'heure, hein, donc vous connaissez ma réponse, mais je vous la pose. Je vous pose ces 3 questions. Parce que pour moi... Oui, vas-y. Je suis désolée, j'ai pas bien compris, jamais dans ma tête, parce que je n'ai pas vécu toujours en France, entre le conseil général et le département. La municipalité, le département, et le conseil général, où il est par rapport au département. Ben, si tu veux, alors, on va dire, on est sorti, je reviens en arrière. Oui, tu as raison. On est sur les lois de fer. On a créé le département. Le préfet, il reste. Hein. Le préfet, il reste parce qu'il représente l'État. Et on crée le département. On va découper le département en cantons, mais en 1780, je ne l'ai pas dit, mais en 1791, on l'avait déjà découpé en cantons. Et dans chaque canton, on va élire un conseiller départemental. Ça s'appelait encore conseiller général au moment de le faire. Un conseiller départemental qui va siéger dans un conseil départemental. Comme les conseillers municipaux sont élus par les représentants de la commune, dans chaque canton, on a découpé sur le département, dans chaque canton, on va attribuer un poste à un conseiller départemental.
ce conseil départemental, il va siéger au département, et en siégeant au département, il va élire le président du conseil départemental, comme les conseillers municipaux élisent le maire. Tu suis, je t'ai clarifié la situation. C'est le conseil général. C'est le conseil général. C'est le conseil général. Qui pose problème. Ben, ça s'appelait conseil général en 1982. Ça s'appelait encore conseil général. Maintenant, ça s'appelle conseil départemental. Et ça a été profondément modifié. Hein. Bon, là, je ne veux pas parler longtemps du département, mais bon. Donc, moi, je vais répondre positivement à ces trois questions. Parce que je crois que la commune, c'est vraiment ce qui va permettre, ce qui a permis un certain nombre de choses au niveau de notre pays. Ça, c'est sûr. Sur le papier, c'est vrai que ça, on se dit, bon, il y a une avancée par rapport, mais après, dans la réalisation de ce qui se passe, malheureusement, oui, mais parce que tu vas, enfin, je me permets de répondre à ta question, tu vas voir comment, alors qu'on a fixé ça en 1982, tu vas voir comment on va commencer à détruire cet édifice. Mais petit à petit, on va le détruire brique après brique, pour en arriver à la pire des choses pour les communes aujourd'hui, de mon point de vue. Hein. Mais on en débattra à la fin de mon intervention, si vous voulez dire. Donc, s'il te plaît, mais c'est un peu piégeux aussi pour les maires. C'est un peu piégeux et puis c'est une énorme responsabilité. Je pense à l'attribution. Non, mais si vous voulez, prenez la parole après, parce que sinon. Non, mais c'est pas grave. C'est moi qui pose la question. Quand tu donnes des permis de construire, par exemple, oui. Il s'avère que ce permis de construire, il n'aurait pas dû être obtenu. Oui, mais c'est ça qui est très intéressant. Par exemple, on parle d'un permis de construire, le maire délivre un permis de construire. D'accord? Bah, toi tu dis, mais ce permis de construire n'aurait pas dû être donné. Sauf que, si ce permis de construire, il est donné par le maire est obligé de l'afficher dans sa mairie. Et il exige que le pétitionnaire l'affiche sur son terrain. Et tout citoyen peut contester le permis de construire. Pour des raisons qui doivent être objectives, évidemment. Pas pour enquiquiner son voisin, mais pour des raisons objectives. Si on est sur un territoire communal, donc, moi je dis, hein, si je suis sur un territoire communal, je suis plus facilement en mesure de contrôler, y compris ce que le maire va faire en termes de permis de construire. D'abord parce qu'il a l'obligation d'afficher, et deuxièmement parce que le pétitionnaire a l'obligation d'afficher, et que moi je passe devant pendant 2 mois, et je peux dire, je ne suis pas d'accord avec ce permis de construire, je vais voir le maire dans un premier temps, qui peut très bien me dire, mais moi je l'ai délivré, et c'est bien, mais je peux attaquer là, le document au tribunal administratif. C'est-à-dire que si je suis au plus près de la délivrance d'un tel acte en tant que maire, c'est une responsabilité. Mais après, on délivre des responsabilités par la représentation aux élections. Hein. Bon. Je suis d'accord que j'aimerais bien que sur ce que j'ai lu sur les lois de fer, s'applique tout ce que j'ai lu en 1793. Alors là, je dirais, oui, c'est une participation citoyenne extraordinaire. Parce que non seulement je suis sur ma commune et je sais interpréter ce qu'est les territoires, mais je sais aussi ce que c'est ma nation, et je peux, avec ce que les constituants de 1793 m'ont donné comme pouvoir, intervenir même sur une loi. Alors, pour autant, je pense que c'est aujourd'hui, c'était en tout cas, jusqu'à ce que je vais décrire ensuite, quelque chose qui était le moment doré pour le fonctionnement communal. Mais dès qu'on a mis en place les lois de décentralisation, il y a eu un certain nombre on va dire, de représentants de l'État
et notamment, moi je me rappelle de Marcelin, ça vous dit quelque chose, Marcelin, le ministre de l'Intérieur. Dès la fin des années 60, il y a eu un certain nombre de réflexions pour se dire, ce pays, il a trop de communes. Il faut limiter le nombre de communes. Et effectivement, les lois de décentralisation en 1982 mettent une épine dans le pied de ces gens qui disent qu'il y a trop de communes, et pour autant, ils ne vont pas baisser les armes. Ils vont continuer à se dire qu'il faut réduire le nombre de communes. Et pour ce faire, connaissant l'esprit du clocher quand même, parce que dans notre pays on a un petit esprit de clocher, eh ben, ils vont utiliser des moyens détournés. Et donc, en 92, on va instaurer les communautés de communes et les communautés de villes. Moi j'étais maire en 1989, il a dit, hein, Jean, quand est arrivée cette proposition de loi, nous avons été quelques-uns à nous dire que c'était la fin des haricots et qu'il fallait se mobiliser pour éviter que cette nouvelle administration territoriale de la commune se mette en place. Mais je peux vous dire que nous n'avons pas gagné. Nous n'avons pas gagné parce que tout de suite après, en 1999, eh bien, on met en place les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Alors ça, c'est imminemment redoutable. Et moi je dis là aussi, hein, je ferraillais encore à cette époque-là, qu'est-ce que ça veut dire, intercommunalité à fiscalité propre? Ben, ça veut dire que lorsque des communes se regroupent, au sein d'une communauté de communes, par exemple, ou au sein d'une communauté de villes, ça s'appelait comme ça à cette époque, eh bien, il y a une taxe que les communes n'encaissent plus. C'est la taxe professionnelle. La taxe professionnelle, elle va être donnée aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Ça veut dire que jusqu'alors, j'étais sur le territoire d'une commune, j'avais mon entreprise, ben je payais ma taxe, ça existait, hein, la taxe professionnelle, ça existait avant, ça s'appelait la patente. Ça existait avant que je parle des 4 taxes, ça s'appelait la patente. Mais ce n'était pas la même chose. Là, on va dire, on enlève aux communes la taxe professionnelle. Et puis, derrière, on va créer les communautés d'agglomération et les communautés urbaines. Pour ceux qui vont être ensuite les métropoles et le Grand Paris, mais ça c'est beaucoup plus tard. Et tout ça se passe comment? Et ça c'est intéressant. Ça se passe comment? On pourrait imaginer qu'on crée des communautés de communes, qu'on crée des communautés de villes, sur la base d'un projet. S'il n'y a pas de projet, désolé, mais on ne veut pas votre communauté de communes. On ne veut pas votre communauté de villes. Moi, je suis bien placé pour le savoir, parce que lorsque nous avons créé notre communauté de communes, quand on a compris que toute la bataille qu'on menait depuis 1989 jusqu'à 1999 était vaine, parce que tous les gouvernements qui se succédaient avaient pour objectif de mettre en place cette intercommunalité, nous avons créé notre communauté de communes des Coteaux d'Azur. Et comment nous l'avons créée? Nous l'avons créée en prenant les citoyens à témoin. Voilà. Nous avons 3 communes. Nous avons un projet. Ce projet, il est construit sur la base d'un projet culturel. Nous échangions au sein d'un syndicat intercommunal d'action culturelle. Eh bien, ce syndicat intercommunal d'action culturelle, c'est notre planche de plongeon pour créer la communauté de communes
des Coteaux d'Azur, ça s'est appelé comme ça. Et notre projet, c'était, on va unifier les taxes professionnelles sur la zone dite de Carros-le-Bron. Bon, il y avait d'autres éléments, hein, je ne vais pas vous parler de ma communauté de communes. Mais ce projet, nous l'avons proposé aux citoyens. On n'a pas fait un référendum, mais on a tenu des réunions, on a exposé le contenu de notre communauté de communes. Et je répète, il était fortement appuyé sur un syndicat intercommunal d'action culturelle qui regroupait déjà tous nos habitants. C'est-à-dire qu'il y avait une histoire. On n'a pas créé une communauté de communes comme ça. Pourquoi je dis comme ça? Parce que la plupart du temps, et ensuite, puisque j'y ai siégé, au sein des commissions départementales de coopération intercommunale, eh ben, le préfet, il disait, ben voilà, il y a telle commune qui propose de regrouper les 3 ou 4 communes qui sont autour. Souvent, c'était des communautés urbaines et des communautés de ville. Hein. Est-ce que alors, il y avait quelques élus. Hein. Est-ce que vous êtes d'accord? Vous n'êtes pas d'accord? C'est lui qui établissait le projet de contour. Et siégeait au sein des commissions départementales de coopération intercommunale qu'une minorité de maires. D'accord? Qu'une minorité de maires. Autrement dit, on est en train de recommencer à partir de ces lois dites après la décentralisation. Ça, et puis, alors là excusez-moi, je m'étouffe. Je m'étouffe parce que vous allez avoir à entendre acte 2, acte 3, loi machin, et toutes les lois qu'on va vous poser, on va dire, on décentralise. On décentralise, là, je ne sais pas si, je ne vais pas citer Hannah Arendt, mais encore qu'on pourrait aussi citer 1984, vous savez, ou encore Viktorovitch, vous connaissez, logocratie, d'accord? Je dis quelque chose, mais en fait je fais le contraire. Et donc je dis, à partir de 2003 particulièrement, on va dire qu'on va décentraliser, alors qu'on va, sous une forme ou sous une autre, recentraliser. Ou plutôt, reconcentrer dans des structures dont j'ai parlé tout à l'heure, qui s'appellent les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, et on va poser des principes. On va poser par exemple le principe de subsidiarité. Alors qu'est-ce que c'est que la subsidiarité? C'est un principe qui dit que la compétence et la responsabilité d'une action publique, lorsqu'elle est nécessaire, revient à l'entité compétente la plus proche de ceux qui sont directement concernés par cette action. En gros, on pourrait dire l'entité qui a le plus de moyens pour exercer une compétence en aura la responsabilité. C'est comme ça que va se mettre en place, à partir de 2003-2004, la décentralisation. Vous avez compris ce que ça veut dire? Ça veut dire que on a créé des communautés de villes, on a créé des communautés urbaines. La subsidiarité, on a créé des régions aussi, à cette époque-là d'ailleurs. Il y a toujours les régions qui sont importantes et à qui on a donné du pouvoir. Les communes vont attribuer des compétences à l'établissement public de coopération intercommunale, et donc elles vont perdre les compétences qu'elles exerçaient au plus près des habitants. Et ce qu'il y a de fou là-dedans, c'est que, vous vous rappelez, l'uniformisation, l'uniformité des communes, hein, d'accord? Et là, on va donner le droit à l'expérimentation. Alors, évidemment, ce qu'on fait expérimenter, c'est des choses qu'on va ensuite vouloir attribuer comme compétences aux entités dont je vous ai parlé. C'est les aérodromes,
c'est les ports. Au fond, les ports, les aéroports, c'est dans des petites communes, ça. La plupart du temps, c'est dans des grosses agglomérations. Et donc, vous allez comprendre, vous comprenez qu'au fur et à mesure, on va donner, les communes vont donner ces compétences qu'elles ont testées à l'établissement public de coopération intercommunale qui est au-dessus. Alors, là, on fait quelque chose de fabuleux, hein. On inscrit la décentralisation dans la Constitution. Mais c'est toujours pareil. On dit la décentralisation, c'est bien, on l'écrit dans la Constitution. Vous allez voir après que le Sénat, lui, il va dire les communes, c'est très important. Mais c'est un moment où les communes, elles ont pratiquement été laminées. L'Europe, elle va dire les communes, mais c'est fondamental. Sauf que lorsque l'Europe dira ça, vous verrez, on sera sur des lois qu'on va aborder tout de suite, qui ont complètement laminé les communes. Et alors là, il y a toujours des gens pour faire ce qu'il faut pour préparer les réformes. Et donc vous avez Balladur et Attali, qui Balladur, lui, il préconise deux couples. On va regrouper les régions et le département et on va créer un conseiller territorial. Bon, ça va être une loi, hein, ils vont prendre une loi là-dessus, mais immédiatement elle sera abandonnée sous Hollande. Et Attali, lui, il propose de carrément supprimer les départements. Alors, on inscrit la décentralisation dans la Constitution, mais en même temps, à partir de 2003-2004, on va commencer profondément à réduire les finances des communes. J'ai parlé de la dotation globale de fonctionnement, c'est à cette époque qu'elle est le plus rognée. Et à partir, entre 2008 et 2012, il va y avoir la naissance des métropoles. Et la première des métropoles, c'est la nôtre. Vous savez qu'elle a été instituée avant même que la loi MAPAM, dont je parlerai tout de suite après, sera instituée. Alors, je précise quand même qu'il y a quelque chose de pas mal en 2014 qui a été fait par le gouvernement Hollande, c'est que le gouvernement Hollande, lui, il va mettre fin au cumul des mandats. Il va dire, on ne peut pas avoir un mandat national et un mandat local, ce qui est relativement possible. Alors la loi MAPAM, ça s'appelle la modernisation, je crois, de l'action publique, enfin, j'essaie de voir le sigle, modernisation de l'action publique territoriale et l'affirmation des métropoles. Et on va là clarifier les compétences. On va dire, il y a l'intercommunalité, il y a les départements, il y a les régions, et on va instaurer des chefs de file pour chaque domaine. Par exemple, la région aura le développement économique, les transports, l'innovation. Le département, lui, il aura l'action sociale. Et les intercommunalités, elles auront les compétences que les communes vont leur déléguer. Et là, on crée un cadre juridique pour les métropoles, hein, puisque c'est cette loi qui les affirme. Et on va leur accorder l'aménagement du territoire, l'habitat, la politique de la ville, l'environnement. Donc tu vois, on va leur accorder l'aménagement du territoire. Ça veut dire les schémas directeurs et les plans locaux d'urbanisme. Et les plans locaux d'urbanisme, c'est les permis de construire. Donc le permis de construire, bon, ça ne va pas se passer comme ça tout à fait dans la métropole Nice-Côte d'Azur, mais en tout cas parce qu'il y a une opération internationale, mais je ne vais pas vous noyer avec ça. Mais les métropoles, aujourd'hui, elles peuvent délivrer les permis de construire. Alors effectivement, ils restent toujours affichés dans la mairie, ils restent toujours affichés
sur le site où tu vas construire, sauf que tu ne pourras plus aller hurler à ton maire, il va falloir que tu hurles auprès du président de la métropole. Ça change un peu quand même, hein. Ça change de dimension. Alors, je dis, hein, le Sénat en 2000... Alors, j'ai pas fini là. L'État, il est malin là. Parce qu'il va déléguer aux collectivités territoriales la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations. Il va le déléguer. C'est-à-dire, je me lave les mains quand il y a inondation. Autrement dit, très clairement, non seulement l'État donne à ces grosses machines du pouvoir, mais en même temps, il se lave les mains de ses compétences que je considère comme fondamentales. À partir du 1er janvier 2018, ça c'est. Ensuite, il définit l'intérêt communautaire. C'est-à-dire que on va transférer des compétences aux établissements publics de coopération intercommunale et on va dire il y a des choses qui vont revenir à la commune et il y a des choses qui vont revenir à l'intercommunalité. Je vais vous raconter une anecdote. Sur la commune du Broc, récemment, il y a eu un conflit très important. Pour vous dire que les citoyens, la commune s'administre librement. Il y a la volonté d'implanter un centre de traitement des déchets. D'accord? Les citoyens commencent à se mobiliser, ils disent non, 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 ça ne nous plaît pas, ça ne nous plaît pas, ça ne nous plaît pas, ça ne nous plaît pas. Mais en fait, le maire, il avait pris la décision, mais il avait fait valider sa décision par la métropole. Puisque c'était elle qui avait la compétence en la matière. Alors, heureusement que ça a été fait à un mauvais moment, hein. C'est que la mobilisation citoyenne, elle a foisonné. Il y a eu des milliers de personnes qui, autour de ce site, se sont mobilisées. Des communes voisines, mais des communes. Et les citoyens de ces communes, ils ont dit non, non, on ne veut pas. Ils ont dit à leur maire, attention. C'était au mois de décembre. Hein. Les maires, ils ont commencé à réfléchir. Ils ont dit non, 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 on n'en veut pas. Mais le président de la métropole, il aurait très bien pu considérer que c'était d'intérêt communautaire et maintenir le projet. Parce qu'effectivement, ça pouvait être considéré comme intérêt communautaire. Bon, il y avait suffisamment de maires au sein de la métropole qui ont fait pression sur le président. Vous m'entendez? Oui. Qui ont fait pression sur le président pour que le projet il soit enterré. Mais pour dire quand même qu'il y a deux choses importantes sur ces lois. Il y a une chose importante pour les communes sur la loi MAPAM, je veux le dire parce que même si je critique fortement cette loi, c'est qu'il est écrit dans la loi qu'il est obligé que chaque métropole ait un conseil des maires. Donc, vous voyez que malgré la reconcentration des pouvoirs, on affirme quand même qu'on ne peut pas se passer des communes et des maires. Mais non mal, je dirais. Alors, le Sénat, je vous en ai parlé, et toujours dans cette logique, on va créer une nouvelle loi, c'est la loi NOTRe. Alors NOTRe, ça veut dire nouvelle organisation, je crois, du territoire territorial de la République. Alors pour l'essentiel, ça confie de nouvelles compétences aux régions et ça redéfinit les compétences attribuées à chaque collectivité. Mais la loi NOTRe, elle est fondamentalement centralisatrice parce qu'elle affirme le rôle des préfets. Elle dit le préfet peut créer, modifier le périmètre ou fusionner tout établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Vous vous rendez compte, hein? On avait un peu abandonné le pouvoir du préfet, là il le reprend fortement, hein, comme il l'a fait dans les commissions départementales de coopération intercommunale, et là on l'affirme dans la loi. Alors la loi NOTRe, elle est encore plus vicieuse que ça. Vous savez, les finances publiques sont régies par des budgets. Ces budgets, ils sont à l'équilibre. S'ils ne sont pas à l'équilibre, ils ne sont pas sincères, et donc ils ne peuvent pas exister. Mais ils sont sincères, ils sont toujours à l'équilibre. D'accord? Eh bien, la loi NOTRe, elle va dire, l'État, il a fait quand même des dettes colossales. Hein. Ben, il faudrait que les collectivités participent. Et donc aujourd'hui, vos communes, vos départements, vos régions participent pour ponctionner la dette qui a été prise par le gouvernement, par les gouvernements successifs plus exactement. Bon, j'ai écrit ce qu'a écrit le Sénat, en même temps je vous ai dit que j'en pensais ce que Victor Ovitch disait dans l'Autocratie, ou dans ce qu'on pouvait lire dans 1984 de George Orwell, c'est-à-dire qu'on dit des choses, on affirme la place fondamentale des communes, mais on les a complètement liquidées. Alors la dernière loi, c'est la loi qui s'appelle la loi 3DS. Ah mais je l'ai marqué, celui-là, comme ça, je n'ai pas besoin de m'en rappeler. C'est différenciation, décentralisation, déconcentration. Donc, différenciation, ça tue l'uniformité de la première constitution. On dit, pour s'adapter aux réalités locales, eh ben, on peut adapter l'organisation et l'action des collectivités locales en fonction de ce qui se passe. Et comme ça, tout le monde est égaux. Tout le monde est égaux. Mais, si vous réfléchissez, vous vivez à Strasbourg, ben, il peut y avoir une différenciation sur le fonctionnement de la ville de Strasbourg, et vous venez vivre à Nice, il peut y avoir une autre différenciation. Sauf que c'est à vous de vous adapter. Et ce n'est pas ce qu'avait dit Mirabeau. C'est qu'il faut donner aux citoyens les moyens de... Je vais aller vite. D'accord. Ensuite, c'est la décentralisation. Mais en fait, c'est surtout pour conforter les compétences des collectivités locales et particulièrement des régions dans le domaine des transports et de la transition écologique. Et là, on dit déconcentration. Déconcentration, ça veut dire que ben, l'État, il va se déconcentrer. Sauf qu'il va donner le pouvoir à qui? Au préfet. Au préfet. Le préfet, il va s'occuper de l'Office français de la biodiversité. Le préfet de région, lui, il va s'occuper de l'ADEME. Bon, voilà. Voilà ce que contient la loi 3DS. Donc, je vais aller vite parce qu'il me reste encore 6 diapos. Bon, vous avez compris les menaces qui pèsent sur les communes. C'est la création de ces formes supracommunales. C'est ce qu'on a appelé le millefeuille administratif, mais réfléchissons 2 minutes. Commune, intercommunalité, département, région, État. On a fait abandonner les compétences aux communes puisqu'elles vont être données aux établissements publics de coopération intercommunale. La proximité de l'élu, hein, vous savez, le maire, c'est celui qui a porté un coup de pied au cul de son administré. Ben, là, ça s'éloigne hein, avec le président du conseil de la métropole. Mais, moi, là, si vous voulez, je reviens rapidement, hein, parce que tout ça, c'est idéologique. Il ne faut pas non plus se cacher derrière les petits doigts. La loi MAPAM, ces lois dont je viens de parler, elles n'ont rien à voir avec le processus de décentralisation. Mais elles ont tout à voir avec une idéologie managériale. Ben, je ne voulais pas dire ça, j'aurais dû le... Elles assimilent les collectivités à des sortes d'entreprises pourvoyeuses de services. Et elles refusent de voir en elles des entités politiques, des centres de décision collective, des lieux de participation civique.
pour eux, la régression démocratique, c'est un gage pour une efficacité de gestion. Et vous savez, je crois que cette vision, elle est partagée par quelqu'un qui, je vais vous faire lire une diapo, hein, parce que vraiment, ce que je viens de dire rapidement, qui est l'expression d'un sénateur communiste, je vais vous faire lire quelque chose. Ah mince, c'est ça. Vous lisez un peu l'anglais? Non. Eh bien, il est écrit en jaune. Hein. Je ne crois plus à la liberté et à la démocratie. Non, je crois plus qu'elle soit compatible. Pardon, je considère que la démocratie et la liberté sont incompatibles. Vous savez qui est-ce qui a écrit ça? Peter Thiel. C'est le président directeur général de Palantir. Vous savez ce que c'est Palantir? PayPal, vous connaissez? C'est lui. Mais ce n'est pas que lui, que PayPal. Palantir, c'est celui qui aujourd'hui contrôle par ses logiciels couplés avec les satellites de Musk toutes les défenses de l'OTAN. D'accord? La défense des États-Unis, la nôtre, toutes les défenses de l'OTAN sont pilotées par les logiciels de Palantir grâce aux satellites de Elon Musk. Donc, vous comprenez que quand on dit que la démocratie, elle est en danger, qu'elle est oubliée parce qu'on veut faire des établissements, de faire des collectivités, des établissements qui sont idéologiquement liés au capitalisme, vous comprenez que pour un entrepreneur, s'adresser à un président de la communauté, de la métropole, c'est nettement plus facile pour obtenir quelque chose que de s'adresser à 52 maires. Alors, on nous avait vendu ça avec une efficacité financière. Les analyses qui ont été faites par la Cour, la Cour des comptes montrent totalement le contraire. Mais surtout, c'est que demandez à un de vos concitoyens qu'est-ce que c'est le territoire de la métropole qui aujourd'hui a toutes les compétences des communes. Vous allez élire des maires. Pardon. Vous allez élire des conseils municipaux qui vont élire des maires. Mais les conseillers municipaux, ils n'ont plus aucune compétence. Et singulièrement, vous avez un premier tour, vous élisez les conseils municipaux, vous allez avoir un deuxième tour où vont être élus le maire, mais ça, du point de vue du fonctionnement, c'est rien, parce qu'il y a un troisième tour. C'est le tour le plus important. C'est que ces maires, ou une partie des conseils municipaux, vont élire le président de l'établissement public de coopération intercommunale. Et lui, il a un pouvoir colossal. Mieux qu'un ministre. Alors, pour autant, les élus communaux, les élus locaux, ils restent en première ligne. Parce que c'est eux qui se tartinent la pauvreté. C'est eux qu'on va voir quand on a des problèmes de pouvoir d'achat. C'est eux qu'on va voir lorsqu'on n'a pas de logement. C'est eux qu'on va voir quand on n'arrive pas à avoir un toubib. Et pour autant, les maires, il y a des maires, il y a des conseillers municipaux qui continuent à agir. Et qui continuent à agir, par exemple, avec les SDF, par exemple, avec les migrants. Je pourrais vous citer un certain nombre de villes, hein, mais par exemple, Grande-Sainte, Le Bourget, Drancy, Lyon-Villeurbanne, Aubervilliers, Antony, Comte, par exemple, dans notre département, qui fait des efforts colossaux sur la culture. Metz, qui fait des efforts. Metz, Louvigny, qui font des villes juives, par exemple, qui font des efforts très importants pour l'accueil des migrants.
les maires, ils répondent à la pauvreté, ils répondent aux questions de réchauffement climatique dont je vais vous parler tout de suite après. Mais vous avez compris que le fonctionnement démocratique s'est affaibli. Alors, je veux parler des communes sans peur. Qu'est-ce que c'est que ces communes sans peur? Ben, c'est ces communes qui sont parties à l'initiative de Barcelone notamment, qui disent, certes, on a des problèmes au niveau démocratique, certes, on nous a pris du pouvoir, mais nous, on considère qu'avec les citoyens qui sont au plus près de nous, on peut répondre aux grands défis de ce siècle. Et donc, il y a un avenir. Il y a un avenir parce qu'aujourd'hui, par exemple, les villes moyennes françaises, eh bien, c'est celles qui ont la plus grosse dynamique industrielle. C'est les communes rurales qui, aujourd'hui, accueillent 27% de l'emploi industriel. C'est la ville du quart d'heure, vous en avez entendu parler. Il y a des gens qui commencent à réfléchir à cette idée de la... En même temps qu'on détruit les arrondissements, hein, on pense à la règle... Mais il y a un mouvement de pensée. Il y a aussi, je ne sais pas si vous... La ville du quart d'heure, ça dit que à l'échelle d'une ville, et pas à l'échelle du quart d'heure du quartier, on réfléchit à comment établir les moyens pour les gens, à un quart d'heure, d'avoir tous les services dont ils ont besoin. Et c'est principalement... Bon, tu sais que tu habites, j'ai écrit ça parce que sur Facebook, il y a plein de trucs, tu sais que tu habites, que les gens, ils sont sensibles à l'esprit de Clovis Salmer. Mais c'est le municipalisme tel que je l'ai décrit avec ce qui se passe à Barcelone. Et le municipalisme, c'est de se dire, eh bien, les problèmes qui sont posés au niveau national ou international, eh bien, nous, on va les prendre en compte au niveau local. Et même... Tout à l'heure, j'ai parlé de Palantir, et donc vous voyez la puissance des GAFAM. Eh bien, la ville d'Échirolles, par exemple. La ville d'Échirolles, elle dit, moi, je ne veux pas de logiciels qui viennent de Microsoft. Moi, je promeux Linux. Et ça marche. Et ça marche. Ça veut dire que même sur quelque chose qui est... Vous voyez la difficulté de s'en prendre à ces gens, hein. Eh bien, on peut, grâce au niveau local. Alors, comment avancer? Comment avancer? Parce que moi, je ne suis pas pessimiste. Eh bien, vous vous rappelez au début, la lisibilité, c'était la préoccupation des élus de l'Assemblée constituante pour faire comprendre le territoire et l'administration qui le dirige. Eh bien, je crois qu'on peut repartir de ça. Et on peut repartir de ça en se disant... On va au plus près des citoyens en leur disant, votre commune, vous connaissez le périmètre de votre commune, vous savez ce qu'on peut faire quand on est dans une commune ou dans un département, et vous savez établir le périmètre de votre département, c'est-à-dire que vous êtes en mesure de lire votre territoire, de lire les compétences qui peuvent y être établies. Deuxième élément, c'est simplifier et démocratiser la coopération intercommunale, parce que aujourd'hui, elle est d'une complexité énorme. Elle est d'une complicité énorme, et notamment avec les métropoles. C'est aussi revoir les finances locales, parce qu'aujourd'hui, on a enlevé tous les moyens aux communes d'avoir leur autonomie financière. Avant, ils avaient une taxe d'habitation. Je suis passé rapidement, parce que Jean me faisait dire qu'il fallait que je passe rapidement sur les lois MAPAM et NOTRe, mais on a enlevé la taxe d'habitation aux communes. Alors ça a paru comme quelque chose de formidable parce qu'on permettait de donner plus de pouvoir financier aux habitants. Mais en fait, on a tué la possibilité pour leur commune de leur délivrer des services. On pourrait renforcer le pouvoir des citoyens, par exemple, en établissant des comités d'usagers. Et ça, les citoyens pourraient l'imposer. C'est le comité d'usagers, il y a des comités de quartier, d'accord? Ça a été obligatoire. On a imposé le comité de quartier.
Mais le comité de quartier, il peut éventuellement avoir un budget. Mais le comité d'usager, sa force, c'est quoi? C'est qu'il a le budget de ce dont il est l'usager. Imaginez un comité d'usager du service public de l'eau, si tant est qu'on établisse une régie de l'eau, hein. Mais ça, c'est pas vrai de toutes les communes, ou de toutes les intercommunalités. Mais donc, si à un comité d'usager, on lui dit, voilà, tu es le comité d'usager de l'eau dans ta commune, éventuellement dans chacune des communes de la métropole, eh bien, vous avez accès au budget réel du service public. Là, j'allais parler rapidement, valoriser, refonder la fonction de l'élu. Parce qu'aujourd'hui, avec tout ce qui arrive, hein, j'ai le chart précédent, il vous disait tout ce qu'il y a à régler quand on est élu de base. Ben, sauf qu'aujourd'hui, il y a, je crois, 7000 élus, hein, c'est ça, qui ont démissionné l'année dernière, enfin dans le dernier mandat, parce qu'ils n'en pouvaient plus. Et qu'on n'a pas un statut de l'élu avec les responsabilités qu'ils ont et tu les as décrites. Je vais trop vite, hein. Merde. Il faudrait mettre à la disposition des collectivités locales des services publics territoriaux. Aujourd'hui, une petite commune, bah, à qui elle va s'adresser? Il n'y a plus de force dans les services publics de l'État. Les directions départementales d'équipement ont été supprimées, les directions départementales de l'agriculture ont été supprimées, etc., etc. Et on a réduit au minimum les représentants, les salariés de ces services. Bah, aujourd'hui, il faudrait refonder justement autour des préfectures des services publics territoriaux auxquels les petites communes pourraient s'adresser sans avoir à s'adresser aux services de la métropole. Il faudrait aussi donner plus de liberté aux agents de la fonction publique territoriale, qui aujourd'hui sont formés, sont compétents, mais n'ont pas les libertés de manœuvre qu'ils pourraient avoir dans le cadre de ce qu'est la fonction publique nationale. Et surtout, il faudrait créer un comité ad hoc pour réformer tout ça avec tous les acteurs. Vous avez vu qu'on a fait des commissions nationales sur un certain nombre de choses. On pourrait parfaitement faire une commission nationale sur ce qu'est la gestion des collectivités. Bon, j'ai compris, je m'arrête, j'espère que je vous ai intéressé et je suis à votre disposition. Faut-il refaire la révolution? 1789. On a quelques minutes pour débattre, pour si vous préférez poser des questions. Ah oui, là je ne pensais pas faire 2 heures. Voilà. Ben, on remercie Émile, hein, et puis en plus ça a été intéressant de refaire justement je pense toute l'histoire des choses, et l'histoire d'où on vient, l'histoire de la commune, tout, etc. Moi j'ai appris des choses et je suis très content. Juste deux, trois petites remarques. Déjà, je te remercie d'avoir, alors moi je suis Ronan Lapierre, je suis syndicaliste dans la fonction publique territoriale, donc je te remercie de ton attention à la fonction publique territoriale, en sachant que nous, notre statut, c'est comme la Constitution de 93. Hein. On a eu un très beau statut, le Porce, en 84, mais en fait, il a été vidé de sa substance, donc il n'a jamais été mis en œuvre. C'est à peu près la même chose. Alors, juste, par rapport aux intercommunalités et à la coopération, parce que je serai plus nuancé, mais c'est le débat. La commune est un endroit essentiel de démocratie. Ceci dit, le système tel qu'il est, il donne beaucoup de pouvoir aux maires dans la commune et beaucoup de pouvoir par rapport aux conseils municipaux. Alors, il y a des façons très différentes de l'exercer, selon les maires, selon les situations, mais on a quand même, ça existe, et je suis payé pour le savoir, je dirais, beaucoup de maires qui agissent quand même comme des autocrates, comme des seigneurs féodaux dans leur commune, et notamment avec leur personnel. Ça existe aussi. Donc, la commune est un endroit essentiel pour la démocratie, mais elle n'a pas toujours un fonctionnement démocratique exemplaire. Deuxième aspect, c'est l'aspect coopération. Moi, je suis dans ce département depuis 1999. Avant, je venais du Finistère. En 1999, juste avant la loi Chevènement dont tu as parlé, il y avait 0 intercommunalité dans les Alpes-Maritimes.
Dans le 29, enfin une à peine, dans le 29... Non, c'est nous qui avons oui, créé la si, première oui. en 2000. Et oui, voilà, en 99. Et dans le Finistère, 95% des communes étaient déjà membres d'une intercommunalité. Donc il y avait des situations. Alors c'est vrai qu'ici on est dans les Alpes-Maritimes avec cette vision-là, mais il faut savoir que en France la situation était beaucoup plus contrastée. L'intercommunalité, ça ne démarre pas en 99, même si évidemment, et tu l'as dit parfaitement, il y avait une situation. Après la question, c'est est-ce que l'intercommunalité n'est pas non plus une nécessité parce qu'il y a besoin de coopération, c'est une vraie question, et est-ce que l'intercommunalité est forcément condamnée à n'être qu'une coquille vide qui va assombrir la démocratie et qui ne peut pas respecter les communes? J'ai le sentiment et la faiblesse de penser qu'il y a eu une autre expérience de communauté de communes conjointe à côté de la métropole qui a été faite, c'est la communauté de communes des Paillons, tu me vois venir, voilà, qui je pense, avec son histoire, ses difficultés, etc., a montré quand même qu'on peut faire de la coopération intercommunale, y compris en ramenant en gestion publique certains services, tout en respectant le pouvoir des communes. Donc je pense que c'est aussi un exemple, et c'est un exemple local qui est intéressant de ce point de vue-là. Et je m'arrête là pour ne pas être trop loin. Ne refaites pas une autre conférence. Je te réponds, si l'intercommunalité est une intercommunalité de projet, c'est ce que j'ai essayé d'illustrer avec mon expérience, si c'est une intercommunalité de projet qui est acceptée par les citoyens, je suis pour. Je suis pour. Mais je préférerais, plutôt qu'une intercommunalité, je préfère des communes nouvelles. Bien, on remercie. Et vous savez ce qu'il vous reste à faire maintenant pour réfléchir à ce que vous allez décider dans quelques jours, avec toute cette histoire. Finalement, le trait d'union, c'est la révolution, petit à petit, on la détricote. Ça doit être la conclusion que vous avez. On vous remercie.